Et vu que l'olfaction, d'un point de vue évolutif, semble avoir beaucoup de place du coup avant, sachant qu'elle prenait toute la place, tout le traitement du téléencéphale, etc., comment est-ce qu'elle venait influencer notre choix de partenaire et nos interactions sociales? Et encore aujourd'hui, du coup, comment est-ce qu'encore aujourd'hui, nos choix de partenaire et nos interactions sociales, et donc on peut imaginer du coup peut-être avec les parfums, etc. aussi, on pourra voir après du coup les influences que ça aura, mais comment est-ce que du coup notre olfaction vient guider nos interactions sociales avec les gens et notre choix de partenaire? Alors, premièrement, je dirais que pour se donner l'intuition de comment ça se passait avant, ben, on peut imaginer de comment ça peut se passer, par exemple, pour la lamproie, encore une fois, ou des êtres un peu plus primitifs, entre guillemets, en tout cas sur l'arbre phylogénique des vertébrés. Euh, l- donc il y a quelque chose de particulièrement super intéressant, je dirais, entre télencéphale, enfin cette intrication historique évolutive entre télencéphale et système olfactif. Faut se dire, ok, mais pourquoi, pourquoi, enfin, qu'est-ce qui se passe de particulier dans le télencéphale pour que ce soit lui, le candidat anatomique et fonctionnel dédié au traitement des informations olfactives. Et donc, il y a eu un moment dans l'évolution, pour certaines raisons de survie et raisons paléoécologiques, on appelle ça, donc de l'écologie de l'environnement à ce moment-là, et notamment du mode de vie, par exemple, de la lamproie, mais du coup des êtres hypothétiques qu'il y avait il y a 600 millions d'années, où il y a eu besoin de bien encoder l'espace et le temps. Et donc ça, c'est la navigation spatio-temporelle. C'est une des manières premières de décrire une structure limbique particulière qui est l'hippocampe. Donc l'hippocampe, on le connaît, des fois le grand public le connaît pour le fait que quand il est dysfonctionnel, il peut donner lieu à des troubles de la mémoire, comme par exemple dans des maladies neurodégénératives, maladie d'Alzheimer et tout. Mais en fait, ce qui se passe dans ce genre de pathologie, c'est il y a certes une désorientation temporelle, mais aussi spatiale. Et donc le temps et l'espace, comme par exemple c'est décrit aussi en physique quantique, etc., classique, bah, sont deux notions parfaitement intriquées, puisque c'est deux dimensions d'un espace, l'espace et le temps. Et donc, il y a eu des raisons pour lesquelles le système nerveux a eu en quelque sorte construire un outil dédié à l'encodage de l'espace et du temps. Et donc, je raconte pas tous les mécanismes par lesquels ça peut se passer, c'est hyper intéressant. L'encodage par le neurone du temps, de l'espace, des cellules qui s'activent en fonction de l'orientation spatiale, etc., etc. Mais si on y réfléchit bien au mode de vie, par exemple, de la lamproie ou d'un poisson, etc., dans l'eau, il a particulièrement besoin d'encoder le temps quand on imagine qu'on a un poisson qui naît quelque part et qui, pour des raisons de reproduction ou autre, ou de juste survivre et donc se nourrir, il va devoir faire plusieurs milliers de kilomètres dans un océan pour aller chercher à manger. Et des fois, il va devoir revenir là où il est né, etc., pour aller poser sa progéniture à cet endroit-là, etc., etc. Et donc, qui dit revenir, dit remonter un gradient de concentration en molécules qu'on reconnaît. Et qu'on reconnaît, ça veut dire qu'on l'a mis en mémoire. Et donc, ce gradient spatio-temporel de molécules chimiques que traversent des êtres vivants dans l'eau, c'est ce qui aurait donné lieu à l'intrication entre télencéphale, qui lui a mis en place l'outil d'encodage de la mémoire et du temps, qui a utilisé comme information les informations chimiques apportées par les odeurs, parce que les odeurs ont un potentiel à être transportées très loin dans l'espace, puisqu'on imagine un courant d'eau qui peut laisser s'écouler entre guillemets des molécules odorantes très très loin, à l'échelle même des fois de plusieurs milliers de kilomètres grâce à des courants océaniques, et dans le temps aussi. Donc là, dans le temps, parce qu'il y a des molécules qui ne se dégradent assez peu dans le temps, dans l'eau.
et qui restent globalement là où elles sont. Et par exemple, j'ai en tête la lamproie ou autres êtres vivants qui vivent dans l'eau et qui, via leur déjection, laissent des acides biliaires dans certaines zones de l'espace aquatique. Et ces acides biliaires, il y a des poissons qui sont encore capables de les reconnaître plusieurs années après, et donc de savoir où ils habitent en quelque sorte. Et d'où une intrication énorme entre olfaction, encodage de l'espace et du temps, et donc télencéphale. Et là, on peut imaginer du coup ce que peut représenter et à quel point ça peut être important la communication chimique inter-individu. Puisque si je parlais d'histoire par exemple, de déjection d'acide biliaire déversé dans l'eau par un individu pour reconnaître d'où il vient, on peut imaginer ça, mais pour un groupe d'individus. Et donc, des groupes d'individus qui communiquent aussi de l'information euh, à quoi porter, entre guillemets, via leur déjection, etc. Et donc qui est transduite par leur système olfactif, etc. Donc ça, voilà, c'est pour s'imaginer, se représenter à quel point ça peut être important chez des êtres un peu plus primitifs, ou en tout cas dans l'eau. Primitif, je mets des gros guillemets parce qu'il n'y a pas d'histoire de primitif, quoi. Et, euh, et donc on peut imaginer que ça peut toujours être influent, enfin compte tenu de ce passé évolutif extrêmement long, inimaginable même en termes de temporalité pour nous humains. Et on peut imaginer que c'est toujours influent ce genre de choses dans notre mode de vie à nous humains. Sauf que nous, on vit pas dans l'eau, on vit dans l'air. Donc déjà, comment ça se passe? Donc là, il y a la notion de portabilité aérienne de molécules qui peuvent porter pour la fonction de communication chimique. Donc là, c'est avec la question dont on a un peu parlé au début des phéromones. Est-ce qu'on a équipé ou pas en récepteur un potentiel odeur de type phéromone, donc communication inter-individu à- à- avec pour finitude des aspects d'attachement ou au contraire de détachement, de reproduction, etc. Donc, pour répondre à ce genre de questions, il y a tout un tas de recherches donc, qui encore une fois, sont, sont pas les miennes. Et donc, le laboratoire, donc, il y a Camille Fernandzi qui travaille sur ce genre de questions, qui a travaillé beaucoup dernièrement avec une doctorante qui est maintenant docteur, qui s'appelle Valentine Brémond-Bostoen, sur le sujet de la communication émotionnelle par les odeurs. Enfin, en tout cas, ouais, c'est ça, communication émotionnelle entre individus par les odeurs. Et donc, ils ont montré que la communication d'émotions par nos propres odeurs, alors de mémoire, se passait encore, entre guillemets. Je ne sais pas à quel point, c'est-à-dire en termes de taille d'effet, etc. En tout cas, si elle se passe, c'est probablement de manière très inconsciente. Mais voilà, je renvoie à ces chercheuses, entre guillemets, pour répondre à ce genre de questions. Là, c'est plus trop mon, mon sujet. Après, quand j'en discutais justement avec Valentine, on peut imaginer, enfin, j'ai un moment, j'ai discuté avec elle, j'imaginais cette possibilité on a l'intuition que ces phéromones, etc., ces odeurs corporelles, elles sont quelque part un petit peu liées à notre transpiration, parce que notre transpiration, elle sent, et donc c'est un peu notre intuition qu'on a quand on parle d'odeur corporelle, c'est la transpiration. Et, donc, oui, effectivement, il y a un peu du lien, parce que les zones au niveau desquelles on transpire le plus, par exemple les aisselles, et ben, il y a un microbiote cutané assez particulier, c'est-à-dire des bactéries qui viennent transformer en quelque sorte les molécules odorantes, enfin en tout cas les molécules qui s'extravasent de notre corps au niveau de notre peau, et ça donne lieu à une signature olfactive qu'on a.
et qui peut potentiellement influencer un autre individu. Et là, déjà première hypothèse, enfin première question, c'est la l'influence de la nature de notre propre microbiote cutané sur le type d'odeur qu'on émet aux autres individus. Et deuxièmement, purement spéculatif, avec Valentine, à un moment, je me posais la question de l'effet de notre transpiration, enfin du coup de la quantité de notre transpiration sur notre microbiote cutané et donc sur les molécules olfactives qu'on déverse dans notre environnement. Et quelque part, comme via notre propre système nerveux autonome, et notamment sympathique pour le coup, notre manière de transpirer peut dépendre de notre état émotionnel courant. Donc imaginons que je suis hyper stressé, je vais peut-être suer beaucoup, par exemple sous les bras, et donc influencer la manière dont mon microbiote va métaboliser les molécules qui sortent de ma peau et donc changer le, le, le- la population de molécules odorantes qui vont sortir de moi, de mon individu, et donc potentiellement que ce changement peut être perçu par un autre individu et peut très spéculativement être interprété inconsciemment, je ne sais pas de quelle manière, comme ah oui, effectivement, cette nature, cette odeur m'évoque qu'il est en train de transpirer et donc qu'il est en train de stresser. Et donc, via ce canal cette chaîne de mécanismes, euh, échanger de l'information. Et voilà, cette histoire-là, elle n'est uniquement de mon cerveau, en tout cas d'une discussion avec Valentine en l'occurrence. Donc voilà, purement spéculatif, j'ai pas de preuve de tout ça, mais c'est juste une manière d'imaginer potentiellement comment ça pourrait se passer. Et oui, mais de la même manière que quand on a quelqu'un d'agressif envers nous, bon, on le voit dans les regards, je crois que c'est au niveau de la pupille qu'il y a une corrélation Ouais. avec les niveaux d'adrénaline que la personne a. Mhm. Mais je me demande aussi si ça passe pas par l'odeur de... Parce que on passe beaucoup de notre temps, en tout cas dans le langage, à dire ouais, je sens pas cette personne, ou quand on voit quelqu'un au premier abord, c'est marrant que ce soit l'idée de sentir la personne qui se fasse. D'ailleurs, quand on serre la main des gens, je sais plus quel labo a montré ça, mais on serre la main des gens et après on va se mettre la main au visage. Et après, on se met d'ailleurs l'autre main au visage, comme si on venait comparer dans notre odeur de main d'avant ce qui était de nous et ce qui était de l'autre, pour après tirer des sortes de conclusions inconscientes sur peut-être l'état de la personne en face de nous, etc. Et du coup, je me demandais, vu qu'on passe notre temps à dire ouais, mais c'est bizarre, et sans réussir à mettre le doigt dessus, à dire juste je sens pas cette personne, je sais pas pourquoi, mais une sorte d'instinct, mais du coup, on utilise le terme de l'odeur pour dire ça. Et donc, est-ce qu'il y a des travaux justement là-dessus? Et à quel point est-ce que notre odeur peut être fiable pour catégoriser quelqu'un comme ça quand justement on utilise des phrases de ce style-là? Bah, sûrement que, ouais, et que oui, il y a des travaux, donc je suis pas au courant. Mais effectivement, il y a pas mal de travaux, je sais, sur la sémantique liée à la description des odeurs, qui d'ailleurs est relativement pauvre comparativement aux autres sens. On a énormément de vocabulaire pour décrire ce qui se passe dans notre regard, enfin, aussi de manière auditive et aussi de manière tactile, etc., etc. Et finalement, assez peu de vocabulaire pour décrire notre environnement olfactif. Mais ça, c'est vrai différemment en fonction des cultures. Mais reste que qu'on a quand même assez peu de vocabulaire. Et tout ça, c'est probablement en lien avec cet aspect très im- impalpable, très inconscient du système olfactif par rapport aux autres sens. Parce que voilà, il a été difficile dans notre culture de conscientiser l'olfaction et donc de mettre des mots dessus. Et, mais donc, effectivement, le parallèle que tu fais est hyper intéressant mais c'est marrant parce qu'on utilise le terme de je le sens pas celui-là, c'est-à-dire un terme qui se transpose à l'olfaction pour qualifier quelqu'un. Et donc, effectivement, ça me serait pas étonnant qu'il y ait des travaux sur le sujet, c'est-à-dire je le sens pas, mais est-ce qu'il y a presque une réalité biologique derrière? Euh, mais donc, ouais, j'avoue que j'ai pas les travaux en tête. Cela dit, moi, personnellement,
bon, j'aurais quand même à l'intuition que parmi tous les canaux sensoriels de communication qu'on a pour transmettre de l'émotion, je dirais qu'effectivement, il y en a qui sont plus ou moins conscients que d'autres. Donc l'olfaction, probablement un des plus inconscients. Mais je ferais quand même bien l'hypothèse que l'olfaction n'est pas le premier informateur émotionnel parmi les autres sens, notamment le visuel. Comme tu as dit, la pupille. Donc effectivement, le système nerveux sympathique vient dilater la pupille, un système nerveux sympathique qui vient et qui est mis en jeu dans un état de stress, par exemple, un état d'activation important. Et donc la pupille comme informateur de où il en est l'autre individu en termes de stress ou quoi, et même plus généralement tout ce qui se passe sur la tête, le visage, nos sourcils et les muscles qui, qui modifient l'axe, l'inclinaison de nos sourcils, etc. Le muscle corrugateur du sourcil, des muscles qui sont très liés à l'émotion de l'individu. De fait, ça a été montré que, par exemple, le muscle corrugateur du sourcil, qui vient faire foncer les sourcils, il est permanent sous l'influence d'une zone du système limbique, en tout cas particulièrement impliquée dans l'émotion, qui s'appelle le cortex singulaire antérieur. Et donc nos sourcils, et même globalement la partie supérieure de notre face, y compris nos paupières, etc., est sous l'influence du cortex singulaire antérieur. Et ça donne à l'intuition que la partie supérieure et même globalement notre visage est particulièrement donc influencée par des structures en lien avec les émotions et donc probablement communicatrice d'émotions, et donc par un autre individu. Un autre individu pourrait particulièrement utiliser ces informations visuelles qui proviennent de la face, du visage de quelqu'un, en plus des informations auditives qu'il nous communique via la parole, la voix, les vocalisations. Donc voilà, toutes les informations verbales et non verbales, visuelles, qui, je pense, sont quand même prévalentes par rapport aux informations olfactives quant à la capacité de transmettre de l'émotion. Mais voilà, là, c'est presque juste mon avis. À voir, voilà, peut-être d'autres chercheurs plus spécialisés dans la communication chimique de nos émotions seraient plus à même de comparer les différentes modalités sensorielles quant à cette capacité que moi.